Yo les gars, j'espère que ça va. Est-ce que ça vous dit qu'on se refasse une vidéo tous les trois, comme on avait fait sur Les hommes ne parlent pas? Je crois qu'on a encore plein de choses à se raconter. Contre mec, 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 contre. On en a déjà pas mal discuté, mais en fait, on a des parcours complètement différents. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression qu'on se rejoint quand même dans des trucs où on s'est senti un peu en décalage avec les autres à certaines périodes de nos vies. Moi, j'avais un retard hormonal, donc j'étais beaucoup plus petit que les autres. Genre à 6 ans, vraiment, les gens faisaient 2 têtes de plus que moi, on avait l'impression que j'étais encore en maternelle. Et donc quand on m'a diagnostiqué ça, en gros, vers 6 ans, c'était le début, en gros, de tout le process de tu vas avoir un traitement hormonal, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Donc batterie de test, j'allais à l'hôpital tout le temps, passer des nuits entières avec la perf dans le bras, on prenait du sang H24 et tout. Ça a duré 9 ans. Entre le moment de la batterie de test et après j'ai eu un traitement hormonal pendant 6 ans, où genre je me piquais tous les soirs pour faire fonctionner normalement mon hypophyse, donc pour avoir une croissance normale. Jusqu'à peut-être 12 ans. Non, parce qu'en gros, il y a eu une batterie de test qui a duré plusieurs années. Et après, j'ai eu 6 ans de traitement direct, quoi. Okay. Et j'ai arrêté à 17 ans. Et moi, en vrai, je n'avais pas conscience que j'étais plus petit que les autres avant, justement, le CE1, tu vois. 7 ans, j'arrive dans une nouvelle école. Premier jour, mais vraiment premier jour, j'arrive avec mon petit cartable en mode alors, on est là ou quoi? Bon, je parlais pas comme ça, mais... Et j'ai le souvenir horrible de devant la classe, en fait, quand la prof tape des mains, tu sais, et qu'il faut y aller. Et genre, au moment où j'arrive, tout le monde est en train de se mettre 2 par 2. Et genre, je vois le regard des mecs qui me regardent en mode petite merde, tu vois. Et du coup, il y a personne qui se met avec moi parce que je viens d'arriver, donc je me mets en bout du truc et je sens les regards des gens qui me regardent et je fais ouais, il y a un truc un peu chelou qui est en train de se passer. Première cour de récré, on sort et vraiment genre il y a un groupe de 5 mecs qui me prennent dans un coin et qui me disent oublie pas que t'es une grosse merde. Genre c'est les premiers trucs, tu vois. Et dès que j'essayais d'être sympa ou que je souriais et tout, il me disait ouais, il est content hein, le petit nain et tout, et genre en fait il me ramenait toujours à ma taille, tu vois. Il y a un moment où j'ai arrêté d'être heureux parce qu'en fait j'ai très vite assimilé que le fait de sourire c'était une faiblesse de ouf. Et après ça a été une vague mais de harcèlement psychologique. De masculinité entre les mecs, c'est-à-dire que à chaque cours de récré, je savais que ça allait être le supplice de dès que je sortais, les gars allaient se mettre à 4-5, qu'ils allaient me mettre sur le côté dans un endroit où personne ne voit, et violence physique, violence psychologique, etc. Donc là, c'était vraiment un truc de regarder les mecs entre eux, la jungle, tu vois, et tu sens qu'il y en avait qui voulaient pas suivre pour pas être à ma place, et ben en gros, il fallait aussi qu'ils me frappent, tu vois. Et il y avait aussi de la violence par rapport aux meufs, c'est-à-dire qu'il y avait aussi ce truc de montrer leur supériorité, donc par rapport à moi j'étais plus faible parce que j'étais plus petit, mais de le montrer devant les filles aussi pour plaire aux filles. Et là c'était un truc de mal dominant, mais putain on avait 7 ans quoi. Putain. Ouais. Et en gros pour moi j'ai assimilé ce truc là très vite. Et après je me suis dit En bon plus, tu tapes le fait que tu sois nouveau déjà, de nouveau c'est le commissaire. Et en plus tes petits de taille étaient... Complètement. Alors j'ai pas compris tout de suite, tu vois. Donc en vrai ça a été une phase très dure. J'en ai jamais parlé à mes parents, j'en ai jamais parlé autour de moi. Donc truc de harcèlement vraiment qui a duré 1 an. J'ai juste dit que je voulais changer d'école et je crois que mes parents ont quand même compris. Je pense qu'ils ont jamais compris que c'était aller jusqu'aux violences physiques à répétition. Parce que je cachais mes bleus, je cachais tout ça. Parce que t'as peur aussi en fait. En plus t'as 7 ans, tu te rends pas compte que t'en parles à un adulte, ça peut aussi régler les histoires quoi. Et il y a même une grosse période de ma vie où pour moi j'avais jamais été harcelé, tu vois. Pour moi, c'est arrivé aux autres et tout. Parce que t'as pas envie d'être une victime, hein. C'est dur c'est une position qui est pas agréable. Ça te met dans une position d'échec de ouf. Ouais. Et en fait, c'est là qu'est parti un peu ce truc où je me suis dit, bon bah, physiquement, je peux rien faire. C'est là où en plus, on m'a donné le choix de dire, écoute, on sait pas comment tu vas grandir. Soit il y a ce truc-là qui va être un traitement lourd et potentiellement ça va t'aider à grandir. Soit peut-être que tu prends pas le traitement et tu vas grandir après, mais tu prends le risque d'être plus petit que tout le monde, quoi. Et bah évidemment, moi je sortais de cette année horrible où en fait on m'a rappelé à quel point auprès des meufs, je pouvais pas plaire aux meufs parce que j'étais plus petit et je pouvais pas plaire aux mecs aussi parce que j'étais plus petit. Donc en gros, j'avais l'impression d'être accepté nulle part, tu vois. J'ai accepté directement, tu vois, ce truc en disant bon bah oui, en effet, ma porte de sortie c'est ce truc-là. Tu te dis pas je vais passer des nuits à l'hôpital, ça va être un traitement lourd, je vais me piquer pendant 6 ans, tu vois, enfin, tu penses pas du tout à tous ces trucs-là, tu te dis bon bah tant pis là, c'est ma porte de sortie et je vais le faire. C'est un peu la survie, hein. Complètement. C'est quoi, c'est de la testostérone? Enfin, ça base de quoi le... Non, c'est de l'hormone de croissance. Ok. En gros, t'as une hormone hypophysaire et en gros, c'est cette hormone-là qui fait ta croissance. Et moi, en fait, elle était en dysfonctionnement. qu'elle était un peu flemmarde, et du coup en gros le truc ça la dope un peu pour qu'elle fonctionne normalement. Et après en gros j'ai changé d'école et ça a été beaucoup mieux parce que pour moi c'était un truc où on repartait à zéro, et en fait c'est vraiment un truc où je me suis dit mais terminé, en fait je serai plus une vicose, et physiquement je fais pas le poids, donc je ferai jamais partie des gars plus costauds qui vont frapper, etc. Et là je me suis dit bah il faut que je sois plus intelligent et plus malin en fait.
au final, t'as quand même eu suffisamment de chance pour trouver à cet âge-là la réflexion nécessaire ou l'instinct de survie nécessaire pour t'extirper d'une situation dans laquelle tu pouvais rester bloqué, même en changeant d'école. Tu vois, 1 an, là, quand tu te dis comme ça, 1 an, quand t'as de 7 à 8 ans, c'est pas ouf. 1 an, vraiment, à te faire taper dessus par des gamins au moment où tu te construis. Bon, j'ai l'impression que c'était une autre personne, en vrai. Tu vois, quand j'y repense, j'ai l'impression que c'est pas moi, que c'est un autre enfant qui s'est fait bolosser et tout. Toute cette période-là, qui a duré 1 an, clairement, c'est ce qui a construit la personne que je suis aujourd'hui, quoi. Et je me rends compte que très vite, je me suis dit, ok, physiquement, t'es pas le plus fort. Donc, en plus, j'ai été diagnostiqué un peu plus tard, mais 2-3 ans après, hypersensible. C'est un truc déjà qui te décuple la totalité de tes sens. Moi, j'ai des problèmes auditifs, par exemple. C'est-à-dire que dans un bar, dès qu'il y a plus de 2-3 discussions, je peux plus rien entendre. Donc ça vibre et j'entends plus rien, je peux plus me concentrer du tout. C'est aussi au niveau des yeux. Donc moi, il y a des concerts où j'ai dû partir parce que les lumières m'agressaient les yeux. Quand j'ai agressé, c'est-à-dire que je devais fermer les yeux parce que ça me donnait mal à la tête et tout. Et puis t'as ce truc-là aussi par rapport aux autres où des fois tu peux dire une phrase ou entendre une phrase et cette phrase va résonner dans ta tête pendant 24 heures, quoi. Mais en fait, quand t'es un gamin plus petit que les autres, donc plus faible physiquement et hypersensible, donc plus faible aussi intellectuellement et sentimentalement, moi j'avais l'impression d'être le pire des gars, quoi. J'avais l'impression de me dire bon bah ok, je vais, en termes de masculinité, on me le faisait ressentir en plus, que du coup j'étais pas fait pour vivre, tu vois, j'étais pas fait pour survivre auprès des autres gars, quoi. C'est marrant parce que tu le dis plus faible, alors qu'en fait cette notion de faiblesse c'est quelque chose que tu construis à travers le fait de généralement avancer sur un âge où tu te construis et tu te construis toi-même, mais tu te construis aussi en groupe face à ta communauté, tes potes, l'école, etc. Il y a la maison, mais il y a aussi tout ce qui fait ta journée, donc l'école et le contexte scolaire, et sur lequel tu viens comme te placer sur une espèce d'échelle en disant en fait où est-ce que je me place. Et t'as les gens populaires, donc assimilés, forts, grands, etc. Et les autres. Et ouais, en fait le truc c'est que cette faiblesse, elle en est pas une. Non. Mais en fait, c'est les autres qui te font ressentir ça comme une faiblesse. Exactement. Et aujourd'hui, mon hypersensibilité, elle fait toute ma force et tout ce que je suis aujourd'hui, en fait. Et aujourd'hui, si je fais ce métier-là, c'est par l'hypersensibilité. Parce que là, j'ai dit tous les trucs négatifs. Mais en vrai, l'hypersensibilité, il y a aussi une empathie extrême qui fait que moi, c'était horrible parce que quand j'étais gamin, genre, quelqu'un qui avait mal au ventre, ça pouvait me donner mal au ventre. En vrai, je tombais malade en voyant les gens malades, tellement je ressentais leur douleur et tout. Et aujourd'hui, en fait, cette empathie, je pense que c'est pas pour rien que je fais des interviews, que je discute avec des gens. On a tourné 5 épisodes de Insomnie avec France TV, où c'est une émission où on est dans un lit. Et pratiquement tous ceux qui sont sortis m'ont dit, il s'est passé un truc que j'ai jamais vécu en interview. Et je pense que c'est là que je me suis dit, ah, ok, c'est aussi un super pouvoir, quoi. C'est qu'il y a un truc qui se passe qui est réel, quoi. Et vous, est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous a fait vous sentir différent? Alors c'est vraiment pas pour faire le gars, hein, mais je pense toute ma vie, vraiment. Vraiment. J'ai jamais connu un sentiment de me dire comme à la maison. Si, il y a une époque de ma vie où j'ai voulu fédérer à des trucs et me sentir vraiment en phase avec les gens à côté de moi, me sentir en groupe. Je suis né au Maroc, par la suite je suis arrivé très vite en Italie à l'âge de 3 ans. Et j'ai appris le français et l'italien quasiment en même temps. Et puis je suis revenu au Maroc pendant 4-5 ans, et puis je suis reparti en Italie, puis j'ai eu mon bac, et puis j'ai découvert la France, la vraie. Pourquoi la France, du coup? Très bonne question. Merci Benji. Parce que sur toute cette espèce d'aller-retour, etc., mon seul fil rouge, c'était le système scolaire français. Ok. Et que ce soit à Rome ou à Rabat, mes profs étaient français, ils enseignaient en français. Et du coup, le but un peu de tout ça, c'est quand même d'aller dans le pays, et d'habiter dans le pays par lequel t'es brassé culturellement et de découvrir ce que c'est. Toi, en Italie, parce que t'as quand même vécu longtemps en Italie, les gens te faisaient sentir italien? Quand je me promenais au parc avec ma mère et ma sœur, j'entendais des vieilles dames dire à ma mère, ça va? Vous venez d'où? Et pourquoi vous habitez ici? D'accord. Tu sais, vraiment le pourquoi vous habitez ici. Et là, tu commences à te dire, hein? Et genre, qu'est-ce qu'il fait ton père? Et je lui dis, on est venu parce que mon père a été envoyé pour le travail. Et là, je voyais vraiment le travail. Tu sais, avec une espèce de dédain, une espèce de, oui, il doit faire les carreaux, il doit... La main-d'œuvre pas chère. Et alors, une fois arrivé en France, waouh, trop bien, yes, je vais arrêter d'être différent, je vais être dans le pays de vraiment la langue et la culture par laquelle je suis brassé. C'est trop bien. Je suis étudiant en IT informatique. Un truc quand même qui est chelou, c'est que vu que j'ai qu'un passeport marocain, on me filait un titre de séjour. Ça a été au début un truc un petit peu rigolo parce que tu te sens un peu comme un yaourt qui va périmer. Où chaque année, vraiment, il faut que tu renouvelles ton titre de séjour. Sur la base
des mêmes documents. Dis-nous, rappelle-nous où t'es né, ta grand-mère, le loyer, les machins, enfin les non-impositions, et chaque année pendant 3-4 ans, vraiment, je redonnais, mais je faisais des photocopies de l'année d'avant. Je changeais juste mes bulletins, mes certificats de scolarité, mais c'était exactement la même chose. Et jusqu'à là, tout allait bien, mis à part ce petit machin. En école d'ingénieur, je sombrais, vraiment. Et puis parce que j'ai très peu foi en la continuité d'un système qui ne marche plus. Et j'étais limite jaloux de mes camarades de classe qui étaient là avec des pépites dans les yeux à dire « Waouh, le mec il vient vraiment de la BNP, on va vraiment bosser pour lui, trop bien, on va faire une petite appli, on va la coder comme ça, yeah !» Là, encore une fois, allez, je me sens différent, putain. Alors que, franchement, pour une fois, il y avait quand même un côté fédérateur de ouf d'être en école d'ingénieur parce que tu fais des week-ends d'intégration, t'as des soirées tout le temps, et c'était bizarre. Pour la première fois de ma vie, vraiment, je me sentais fédéré j'étais là, waouh. Et suite à cet amphi et à d'autres choses, ce mardi pluvieux, il va être quoi, 14h30 peut-être. Je regardais à gauche, je regardais à droite, et je me suis dit, waouh, ma vie est absurde, qu'est-ce que je fous là, putain. Et du coup, je vois la conseillère d'orientation qui m'a dit, bah écoutez, Omar, vos résultats, ils sont pas extraordinaires, bon, vous avez quoi, 10, 11, attendez jusqu'au diplôme, et puis vous verrez bien, le théâtre, tout ça, c'est ça, le cinéma, Bon, bah, passez votre diplôme d'abord, hein, et il y a une sûreté. Malgré ça, j'ai dit merci madame, mais je m'en vais, j'essaie de négocier les frais de scolarité, mais en fait, c'était trop tard. J'entame au même moment un cours du soir de théâtre, et c'était incroyable. Et encore une fois, là, j'ai arrêté de me sentir différent, parce que je me sentais vraiment dans un bocal avec des gens qui ont la même appréhension de ce qu'on a envie de faire, le même goût pour le jeu et pour l'écriture et pour l'imagination et pour plein de choses. Et là, vraiment, j'ai entrepris de faire ça sérieusement et ok, moi, je veux devenir acteur, en fait. Vraiment. C'est ce qui me plaît, et je pense pouvoir apporter des petites choses là-dedans. Et du coup, ça a été évidemment très bien reçu par l'administration française. C'est absolument faux. Un rendez-vous début septembre, du coup, pas pour créer un nouveau cycle de yaourt. J'arrive et elle feuillette comme ça, elle regarde enfin c'était je sais pas comment on appelle ça, mais une subordonnée préfectorale, je sais pas comment, qui feuillette le dossier, puis qui me dit d'accord, mais alors j'ai besoin de votre certificat d'école d'ingénieur. Je dis bah non, j'ai quitté mon école, d'accord, mais alors vos bulletins, non, mais j'ai quitté mon école d'ingénieur, d'accord. Pour faire quoi, du coup? Ah, du théâtre. Déjà, elle m'a regardé avec un regard qui signifiait tu es une merde. On m'a tendu un papier que je signe, machin, comme quoi j'ai bien eu le rendez-vous, mais voilà. Mais là, à ce moment-là, tu te rends compte que c'est pas comme d'habitude. Oui. Ah oui, d'habitude on me donnait un autre rendez-vous pour aller chercher mon titre de séjour. Okay. Et elle me dit, vous allez recevoir chez vous un papier bientôt que vous aurez le droit de contester. Du coup je lui dis mais contester vis-à-vis de... Elle me dit vous verrez. Et du coup de la façon la plus cordiale qui soit, je lui demandais, j'essaie de grappiller des infos quoi. Et elle me dit non mais vous verrez. Elle lève sa tête, elle voit un mec de la sécurité qui arrive et qui me prend par le bras. Arrête. Mais vraiment... comme on prendrait un mec bourré dans une boîte, et en plus très discrètement, mais serré ultra fort, genre, oui, non mais en fait tu vas venir avec moi et tu vas sortir en fait. Et le mec m'a dit ça avec un putain d'accent. C'est absurde. J'avais envie de dire, mais frère, t'as un titre de séjour aussi, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que t'es en train de me faire, putain? Et du coup, bah clairement, j'étais en train de comprendre qu'on allait me renvoyer chez moi. Okay. Parce que le théâtre ça sert à rien, parce qu'on va pas avoir un chômeur de plus, parce que bah non, école d'ingénieur c'était très bien pour pouvoir faire tourner l'économie. Comédien, t'as quand même de grandes chances de devenir chômeur. J'ai compris aussi que j'étais une valeur marchande et que j'étais pas un être humain avec une sensibilité, des plans de vie ou des projets. Il fallait que je serve, il fallait avoir une utilité. Et ça, c'est d'une extrême violence. Vraiment, j'avais l'impression que quelqu'un me prenait le sternum, enfin, qui me le comprimait. C'était une douleur absurde. Vraiment, c'est comme une espèce de crampe généralisée, de là à là. Et j'étais en panique. Le Maroc, c'est un pays que j'adore. Vraiment. J'ai grandi, j'ai toutes mes attaches familiales, etc. Mais en fait, moi, j'avais d'autres projets de vie, en fait. Moi, j'aime la France. Moi, je continue à habiter là, et à bosser ici, et à faire ok, parce que je veux faire du théâtre, du coup, tu me renvoies... Et alors, pour revenir à la différence, parce que c'est quand même le sujet, c'est une différence subie, et une différence qu'on t'impose, et qui t'isole, qui te marginalise, et qui est peu compréhensible, en plus. Le meilleur parallèle que j'ai réussi à faire ça pour faire comprendre à quelqu'un ce que tu ressens en termes d'identité, c'est comme si tu retournes chez ta mère. Elle ouvre la porte et tu fais ouais maman, juste elle a fait bonjour,
vous êtes qui Et tu regardes ta mère, tu dis, bah, C'est moi. bonjour. Vous êtes qui? Ben maman, je suis ton... Enfin, quoi? C'est quelque chose qui te jette sur un toboggan, direction dépression, isolement, marginalisation et paranoïa aussi. Parce que t'as l'impression que... Enfin, alors, tu remets tout en cause, quoi. T'as l'impression que tout le monde t'en veut, en fait. Ouais. Je marchais dans la rue. Comme si les gens qui te regardaient, dans leur regard, tu voyais, ah, il est pas français, lui. Oui, il est différent, putain, il est... Et du coup, bah, s'en sont suivis des mois de... D'abord de dépression et puis d'acharnement aussi pour rester ici. Ah, et il y a un côté positif quand même, c'est que ça, tu fais plus gaffe au regard de l'autre. Enfin, ou de moins en moins. Ce qui est ouf, parce que t'as eu une période où, du coup, ça faisait l'inverse. Tu t'y attachais de ouf et t'étais même parano de surinterpréter disaient les autres, ce que pouvaient penser les autres et tout. Mais très vite, avec du suivi, avec de l'amour et un bon entourage, tu t'aperçois que, en fait, l'inverse, tu peux le retourner, mais en deux. Mais après, je fais gaffe aussi à ne pas me complaire dans cette espèce de... Moi, je suis un mec différent. Et moi, je ressemble à son père. Vous restez dans vos bails de groupe. Moi, je suis là. Parce que c'est pas... Mais voilà, essayer de slalomer, de surfer entre le fait de s'écouter et puis être ouvert aussi à des choses qui émanent de l'extérieur et pas juste se complaire dans un truc de... Oui, je suis populaire, ça me plaît pas. Tu peux devenir assez aigri en plus. Et c'est là en plus que tu deviens vraiment différent, encore une fois, quoi. Exactement, ouais. T'as commencé tout à l'heure en disant que c'était une sensation que t'avais eu un peu toute ta vie. Je pense que depuis toujours, que ce soit dans la cour de récré ou plus tard, j'ai cette sensation que j'ai un décalage avec les gens qui m'entourent. Sauf que c'est quelque chose que j'ai plus intériorisé comme des reproches que je me faisais à moi-même. Ça pouvait être parce que juste je dessinais ou parce que tu te rends compte que c'est peut-être pas trop les filles qui t'intéressent. Ça, tu t'en es rendu compte genre tôt? Très tôt. Ouais. Très tôt, sauf qu'en fait, je voulais pas être différent. Et pendant presque 9 ans, j'ai gardé ça à l'intérieur de moi en me disant que c'était pas la personne que j'allais être. Parce que je voulais correspondre à ce que je voyais de mon entourage. Et c'est pas quelque chose que j'ai subi de mon entourage, je crois. J'ai pas subi des violences, j'ai pas été pointé du doigt, j'ai pas été élevé dans un contexte homophobe ou déjà mes parents aussi quand à un moment où je me serais peut-être senti trop à l'écart d'avoir envie de dessiner ou de faire du théâtre, mes parents ils m'ont dit tu vas aller prendre tel atelier à telle école des beaux-arts ou tu vas aller à un tel atelier de théâtre, tu as envie de faire du sport, fais du sport, t'as plus trop envie de faire du sport, fais pas de sport. Ok, on va faire de la danse, on va essayer. Donc, je pense que j'ai eu de la chance dans le sens où mes parents m'ont permis de pouvoir créer différentes choses autour de moi pour pas me sentir trop différent du contexte dans lequel je pouvais être à l'école ou au collège. Même si le collège et le lycée est une période que je garde comme un fléau dans mes souvenirs, parce que c'est une période où moi-même je me suis contraint et que je me suis imposé avec beaucoup de violence le fait de ne pas être la personne que j'étais au fond de moi. Mais j'ai jamais été marginalisé ou j'ai jamais été violenté physiquement ou je le faisais très bien moi-même déjà, je crois. C'était plus toi qui t'es dit à un moment non, je serais pas cette personne, alors que personne t'a dit non. Et puis parce que j'étais très rattaché, je pense, à une certaine vision que j'avais de ma vie et pas parce qu'elle m'était imposée par ma famille ou quoi, mais je crois que j'avais une projection du futur qui était très très différente et j'ai mis beaucoup de temps à accepter qu'en fait c'était moi. Le truc sur lequel j'ai été le plus pointé du doigt, ça pouvait être d'abord le dessin. Le fait de partir faire une carrière artistique. Disant, tu fais pas un bac S, tu fais quoi? Effectivement, il y a ce côté, tu vas servir à quoi? Mais tu veux pas faire un vrai métier plutôt? Et en vrai, mon homosexualité, je l'ai gardée pour moi très très longtemps parce que j'ai pas eu
première expérience que j'ai eue a été traumatique et ça m'a en fait pas du tout libéré. Je l'ai regardé pendant des années plus tard. Je crois que ça m'a repropulsé pour 5 ans, je crois, sans le dire à personne. Donc ça a été quelque chose qui est apparu et que j'ai osé dire que quand je me suis senti dans un milieu, dans un entourage qui était capable de le comprendre sans avoir à me catégoriser. Par exemple, aujourd'hui, c'est une réalité, dans la rue, beaucoup de gens disent « Ah, mais on dirait pas que t'es homosexuel. » Merci. C'est que tu veux. Il y a des gens qui disent ça. Ouais. On dirait pas que t'es homosexuel. C'est fou, on dirait pas. On dirait pas que tu suces des grosses queues. En fait, c'est ce que t'entends en plus, toi. Ouais, c'est ça. Et en plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire t'es pas efféminé ou c'est ça. T'es pas une femme. C'est dit comme si ça devrait te rassurer. Ouais, comme un compliment. Franchement, tu ressembles à un vrai hétéro. Ouais. Alors là, c'est bien fait. Hein. Alors ouais, parce que déjà j'ai passé des années à habiller ce truc-là, de justement faire hétéro, même si du coup j'avais aucune vie sentimentale et sexuelle, en fait je pouvais quand même me coller, faire des blagues de cul, ce que je fais toujours beaucoup. Ah là là, il faut s'arrêter maintenant. C'est une réalité, mais qui est du coup beaucoup plus jeune, parce que ça fait quelques années maintenant, mais beaucoup plus récemment que je suis sorti du placard, comme on dit, et que j'ai mis du temps aussi à avoir des relations suffisamment sérieuses pour être dans la rue avec mon copain. Le regard des gens, sur cette simple réflexion que tu peux avoir en disant, en fait, là je suis heureux, je suis avec mon partenaire ou la personne qui partage ma vie et j'ai envie de l'embrasser ou de tenir par la main. Tu regardes autour de toi avant même de savoir si tu peux le faire. Et ça, en fait, ce moment où en fait tu n'es pas juste dans le vivre l'instant, La spontanéité. Dans le calcul. Tu quittes en fait ce truc-là et que tu n'es que dans le regard des autres et ce que te reprojette la société, etc. Je suis parti 1 an au Canada, on en avait déjà un petit peu parlé. Ça, c'est quelque chose qui... le Canada est pas parfait, hein. Montréal est pas du tout la ville parfaite, en tout cas pas de mon expérience. Mais là-bas, pour le coup, il y a une certaine tolérance sur l'homosexualité dans la rue. Et à cette époque-là, j'étais avec un garçon et ça m'a fait énormément de bien de pouvoir vivre une relation au grand jour et de ne pas justement, de quitter cette réflexion et de l'embrasser quand j'avais envie de l'embrasser, de le prendre dans mes bras et sans avoir peur de me faire frapper ou de me faire agresser verbalement dans la rue ou quoi. C'était quelque chose qui, du coup, quand je suis revenu en France, j'ai gardé, je crois, un peu trop cette insouciance parce que j'ai pas vécu ça. J'ai été un peu épargné de ce genre de choses et je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Mais comme j'ai pas ce trauma en moi, je me sens pas tant différent de ça particulièrement. C'est pas le premier truc qui est le truc dont on me pointe du doigt dans la rue ou qu'on m'a fait sentir différent. C'est parce que t'es beaucoup trop stylé qu'on te fait ça. Non, par contre c'est les tatous. Ah ouais. Tout simplement. Moi, je les porte parce que j'ai envie de les faire sur moi. Et j'entends déjà les bah ouais, mais enfin bon, t'as des tatous, on va forcément les regarder. Enfin, tu fais forcément ça pour qu'on les regarde. Grosse merde, souvent ils rajoutent ça. En fait, non, déjà je le fais pour moi, je le fais pas pour les autres. Je pense que au départ, j'ai commencé à me faire tatouer pour dévier le regard des autres. Ouais. Donc forcément que quelque part, je l'ai fait au début pour attirer l'attention sur quelque chose d'autre que ce que je pensais qu'on voyait en me regardant. Donc clairement, je me suis dit, vous allez regarder les tatous, comme ça vous allez éviter de me regarder moi. Qui n'était pas forcément lié que à l'homosexualité. Qui n'était pas lié à l'homosexualité, etc. qui était lié plutôt à ma propre apparence physique. Mais l'homosexualité n'était pas une honte à ce niveau-là. Mais je pense qu'il y a aussi cette notion... Enfin, cette démarche qui est de bah ouais, en fait, je suis différent. Et je sais pas à quel moment est-ce que ça s'est opéré, mais aujourd'hui, je suis fier d'être homosexuel. Je sais que sans ça en moi, je ne verrais pas les mêmes choses aujourd'hui chez les autres.
chez mes proches, je n'aurais pas vécu les mêmes choses qui font la personne que je suis aujourd'hui et que j'aime de plus en plus. C'est pas toujours facile, mais c'est comme ça. Et que ça avance, mais parfois je me remercie en me disant, tu t'es dit pendant des années que c'était mal, que c'était sale, que c'était toutes ces choses-là. Mais en fait, regarde aujourd'hui, en fait, c'est ça qui te fait, qui est aussi très lié à ma créativité, qui est très lié à la manière dont je vois le corps des gens, ou la beauté chez les autres, ou qui est moteur d'une démarche plus globale, et qui m'a amené vers un parcours artistique, qui m'a amené à me lier à des gens plus facilement ou pas, pour des différences ou des similitudes, et aujourd'hui c'est une force. Comme les tatous sont une force, comme mes dessins en sont une autre, et comme aujourd'hui accepter ma légitimité d'être différent, on pourrait synthétiser ça en disant en fait c'est pas être différent, c'est être soi-même. Ouais, c'est accepter tel qu'on est. C'est en fait aujourd'hui accepter ta différence, c'est accepter qui tu es. Ouais. Et sans compter sur le regard que les autres portent sur toi, mais sur celui que toi-même tu portes sur toi. Et que à vouloir être trop comme les autres, généralement on s'y perd nous-mêmes plus en termes d'identité et de construction personnelle qu'autre chose en fait. Et aujourd'hui je suis comme je suis, et n'en déplaise. En fait, ce qui est fou, c'est que j'ai l'impression, on a des parcours tellement différents tous les trois, on n'a pas vécu du tout les mêmes trucs, et pour autant, j'ai l'impression qu'on est au même stade quand on a vécu des trucs face à nos différences, et aujourd'hui, on les accepte pleinement, et en fait, on a transformé ça en positif de ouf, et ça paraît très bateau de dire ça, de dire transforme tes différences en quelque chose de positif, ce qui te tue pas te rend plus fort et tout, tu vois. Mais en vrai, finalement, je crois que dans nos parcours à nous, c'est un peu le cas. Je crois que Britney Spears a posté un truc comme ça. C'est vrai. Si Britney l'a dit, je pense que c'est vrai. Mais par contre, j'ai l'impression que on dit ça aujourd'hui à 30 balais, et que en vrai, moi je sais que ça a demandé du temps, quoi. Et que c'est un travail encore qui est pas à 100% fait. Mais je sais que moi, aujourd'hui j'ai réglé un peu cette histoire de taille. Aujourd'hui, quand on me fait des vannes sur ma taille et des trucs comme ça, je m'en fous un peu. Tu vois, je fais 1m69, bon voilà, tu vois, c'est pas. Si je faisais 1m60, je pense que ça aurait été peut-être un peu plus chiant. Au début de ma chaîne, j'avais fait une vidéo avec Davy Mourier, qui fait 1m60 justement. On avait parlé de ce truc-là, de comment tu te construis en tant que mec quand t'es plus petit. Et dans des relations hétérosexuelles, il y a un truc au rapport des meufs qui est quand même hyper complexe, ce truc d'avoir une meuf plus grande que toi, ou des choses comme ça. Et puis en plus, ce truc de guerrier protecteur, où est-ce que t'es vraiment guerrier protecteur si physiquement tu ne peux pas l'être, tu vois. Donc en fait, t'apprends que déjà t'es pas obligé d'être un guerrier protecteur, et tu peux aussi, dans nos sociétés aujourd'hui, ne pas forcément l'être. Enfin, je veux dire, on va pas chasser du mammouth, donc en fait, tu l'es aussi par d'autres atouts que tu peux avoir. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que de se dire, ce qui reste encore aujourd'hui, c'est l'hypersensibilité, qui est un truc que j'arrive de ouf à gérer et d'en avoir fait une force. Mais comme tu dis, en fait, moi, je suis hyper fier aujourd'hui d'être hypersensible, parce qu'en fait, je ferais pas ce que je fais aujourd'hui si j'étais pas hypersensible, ou en tout cas, je le ferais peut-être pas aussi bien, je le ferais différemment, et je pense qu'il y a des atouts aujourd'hui que j'ai, où il y a eu un gros syndrome de l'imposteur au début, quand j'ai commencé à faire des interviews, même dans mes autres tafs avant, que j'étais plus dans l'ombre et tout, où il y avait plein de gens qui disaient « Ah, c'est trop bien ce que tu fais, c'est bien vu ces questions-là, putain, t'as su rebondir de telle manière et tout ». Et j'avais un peu un truc de « Ouais, c'est travaillé de ouf, hein, on est là et tout ». Et en fait, il y avait un espèce de truc où je me disais « Ok, ça, en fait, je l'ai juste senti au feeling, qu'il fallait l'amener comme ça, et j'ai pas plus travaillé que ça ». Donc j'ai eu un syndrome de l'imposteur à un moment de me dire « J'arrive à faire des choses que les autres n'arrivent pas à faire, mais sans travailler ». Donc je me sentais pas légitime du tout à le faire, avant de me rendre compte que en fait, juste j'avais ce truc-là, que finalement je travaille depuis toujours, et que c'est une force. Et que accepter cette différence-là pour en faire une force, parce qu'en fait on est tous différents. Tu demandes à tout le monde, il y a jamais personne qui fait moi je pense que je suis comme tout le monde. Moi, la même, je suis le troupeau. Tout le monde se sent un peu différent. Et dès que tu arrives à dégager ces différences-là, c'est ce qui fait la richesse de nos relations en fait. Ouais, et puis deux choses. Être indulgent avec soi-même. Et l'âge n'est pas un repère dans le développement personnel. C'est beaucoup plus simple de s'autosuffire dans une espèce de masse et de se dire moi je trouve ça beaucoup plus confortable qu'on décide pour moi. Ouais. Enfin c'est une vraie entreprise de s'écouter au maximum tous les jours. Ouais, complètement.
Et pour moi, c'est clairement le sens de ce qu'on fait là aujourd'hui. Hein. En vrai, c'est aussi, moi j'aurais tellement aimé que à 7-8 ans, quand tu te fais massacrer la gueule dans une cour de récré, on me dise tout va bien se passer, j'ai été comme toi, et en fait on s'en sort. On s'en sort de ouf. C'est-à-dire que ce que tu vis là, ça va pas être la réalité de ta vie toute ta vie. Les amis, vous avez cassé mon téléphone. J'ai reçu des centaines d'appels et des milliers de SMS. J'en ai eu certains d'entre vous d'ailleurs au téléphone, c'était trop cool de vous avoir. On a discuté de la vie. Je reprends les tournages cette semaine à partir de demain. Donc n'hésitez pas à m'appeler toute cette semaine. Je vous prépare quelques surprises. Allez, salut!